Eh bien, on démarre pour ce 5e épisode des webinaires du projet PEI Santé du végétal, qui porte aujourd'hui sur l'optimisation de la pulvérisation. Donc, je me présente, Élodie Pipon, chargée de mission à Végépolis Vallée et en charge de l'animation d'un des volets de ce projet PEI Santé du végétal, dont je détaillerai un peu plus la teneur en introduction. Je suis aujourd'hui accompagnée d'Adrien Vergès, que je vais laisser du coup se présenter. Bonjour, Adrien Vergès, donc je travaille à l'IFV, l'Institut français de la vigne et du vin, en tant qu'ingénieur agro. Donc je travaille sur la qualité de pulvérisation, dans une équipe mixte au sein de IRSTEA, l'Institut de recherche publique. Donc on est une équipe à près de 10 personnes, composée de personnel de l'IAV et d'IRSTEA, et donc on a développé un banc d'essai qui s'appelle Evas Previti, qui est une vigne artificielle, qui nous permet de mesurer la performance des pulvérisateurs viticoles en termes de dépôt sur la végétation. Donc voilà ce que je fais ici depuis 6 ans et ce sur quoi je vais parler tout à l'heure. Ok, très bien, merci. Donc en effet, Adrien interviendra dans la deuxième partie de cet épisode. Donc moi, je vais démarrer par une rapide introduction sur le PEI Santé du végétal. C'est un projet régional porté par la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. C'est un projet interfilière qui a démarré au printemps de l'année dernière et qui a pour finalité d'aider les agriculteurs à améliorer la gestion sanitaire de leur culture. Il porte sur 2 grandes thématiques, la diversification et la protection alternative des cultures. Donc, c'est un projet qui a pour objectif d'identifier, de compiler et de diffuser des connaissances déjà acquises et également d'accompagner au sein de groupes opérationnels des agriculteurs qui testeraient des pratiques ou des modes d'organisation alternatifs. Donc les éléments que je vais vous présenter dans ce diaporama sont issus d'un des travaux du volet 2.1 de ce projet, le volet que j'anime. Et donc l'étude consiste à se pencher sur les pratiques alternatives en protection des cultures et plus particulièrement leur diffusion, leur appropriation. Donc ça a consisté en l'élaboration d'un panorama des solutions actuelles et en développement, à l'identification des leviers les plus pertinents pour le contexte régional et pouvant notamment être étendus d'une filière à une autre, et à la construction d'un plan d'action pour en favoriser l'appropriation par les producteurs. Donc ce que je vais présenter aujourd'hui, ça constitue une synthèse de plus de 80 échanges que j'ai pu avoir avec des référents techniques des différentes filières végétales et qui m'ont permis de mieux appréhender les pratiques actuelles des agriculteurs ligériens en matière de protection des cultures et également les projets travaillés, les pistes de réflexion autour des leviers alternatifs. Notre thématique d'intérêt aujourd'hui, c'est l'optimisation de la pulvérisation. Alors, quelques éléments de contexte pour démarrer. Bien évidemment, la protection intégrée repose en premier lieu sur la combinaison de méthodes préventives, de leviers alternatifs, mais il peut être nécessaire dans certains cas de mettre en œuvre un traitement curatif. Et donc, il y a un travail aussi à réaliser pour maximiser l'effet de protection et minimiser l'impact environnemental de ces traitements. Et ça vaut donc pour les produits phytosanitaires, mais ça peut aussi valoir dans le cadre de la maximisation de l'effet de protection pour des produits de biocontrôle, par exemple. Donc, c'est appliquer la bonne dose au bon moment, au bon endroit. Ça implique de maîtriser globalement l'ensemble des pratiques destinées à l'amélioration de l'utilisation et de l'efficience des traitements appliqués. Et donc ces leviers dits d'efficience, mieux les maîtriser, ça nécessite de prendre en compte un grand nombre de paramètres. Le raisonnement des périodes d'application, le choix des produits ou du matériel, le réglage de ce matériel, l'ajustement des volumes, des doses, les conditions d'application, etc. Donc, en effet, il y a un grand nombre de pratiques, de matériel, d'outils, de techniques qui sont déployés autour de cette thématique de l'optimisation de la pulvérisation.
En tout cas, c'est ce qui ressortait de mes échanges avec les référents techniques. Donc cette slide présente quelques exemples de pratiques techniques matérielles qui ont pu être citées par ces référents quand on abordait la question très générale de l'optimisation de la pulvérisation. En premier lieu, ce qui ressortait, c'était tout ce qui était attrait au matériel. Donc déjà, toutes les diverses typologies de pulvérisateurs, notamment, ont pu être mentionnées. Et ensuite, étaient abordés les outils ou technologies embarquées qui pouvaient être mobilisés dans le cadre de cette optimisation de la pulvérisation. Alors voilà, de façon très variée, coupure de tronçons, guidage, bus antidérive, etc. Ensuite étaient évoquées les techniques ou pratiques à mettre plutôt en place en amont ou au moment de la pulvérisation, observation, diagnostic, choix des substances actives, conditions pédoclimatiques, stade, dose, etc. Ensuite, il précisait ces référents que ces pratiques pouvaient s'appuyer sur des outils d'aide à la décision plus ou moins intégratifs pour aider à l'observation ou encore au positionnement des traitements. Donc là, beaucoup d'OAD en ce sens ont pu être cités. Donc, je peux citer Optidose, Rimpro ou encore Tameo. Et enfin, les acteurs interrogés mettaient en avant les actions menées pouvant s'adresser aux utilisateurs pour les former, les informer sur les bonnes pratiques, les alternatives possibles, donc via des formations ou des démonstrations. Donc, dans le cadre des entretiens, les experts étaient interrogés sur leur perception du niveau de maîtrise des leviers permettant une optimisation de la pulvérisation et du niveau de diffusion des innovations, des nouvelles techniques, des nouveaux matériels en lien avec cette optimisation. Donc, vous observez ici une représentation synthétique de ces estimations selon la filière considérée. Donc, avec à gauche le niveau de maîtrise estimé à dire d'experts et à droite le niveau de diffusion des nouvelles techniques ou innovations. Alors, on peut noter que cette perception globale, que ce soit niveau de maîtrise, niveau de diffusion, ça varie grandement d'un acteur à l'autre pour une même filière. Donc là, on est sur un positionnement de curseur véritablement donné à titre indicatif, comme support d'échange en fait entre acteurs des filières. Si on regarde la maîtrise des leviers mobilisés dans le cadre de l'optimisation de la pulvérisation, on voit que ce niveau de maîtrise varie d'une filière à une autre. Et donc, si on réalise un zoom par filière, la filière viticulture semble, à dire d'experts, là encore, être celle qui semble la plus avancée en termes de maîtrise, ou en tout cas en termes de travaux et d'initiatives engagées. Les référents ont noté que les producteurs avaient quand même une bonne technique, que les leviers d'optimisation étaient plutôt bien diffusés, mais ils notent néanmoins que ces traitements peuvent encore être parfois systématiques ou mimétiques, et qu'il persiste de fait un besoin de formation sur les produits, leurs efficacités, conditions d'application. Dans cette filière, les OAD sont plutôt bien mobilisés dans le cadre du positionnement des traitements et se développent de plus en plus. En grande culture, les leviers d'optimisation sont bien travaillés, ont plutôt bien avancé, notamment avec des changements importants au niveau du matériel ces dernières années, également au niveau des pratiques, et cela a permis des réductions importantes d'IFT, avec un facteur stimulant important qui est notamment le gain économique. Alors néanmoins, il reste des éléments à travailler au niveau des fondamentaux qui ne sont pas forcément bien acquis par tous. Quant aux OAD, positionnement de traitement, peu de producteurs finalement les utilisent ou surtout peut-être plus leurs conseillers. Les producteurs s'appuient encore beaucoup sur l'observation générale, voire éventuellement les outils comme le BSV. En arboriculture, il a été noté un niveau de maîtrise moyen et surtout variable en fait selon, on va dire, le levier considéré et ça dépend fortement du matériel disponible. Les OAD sont utilisés depuis longtemps pour le conseil et l'OAD Rimpro notamment est utilisé aussi par les producteurs. En maraîchage, les experts estiment que l'optimisation de la pulvérisation est à travailler car elle est encore mal maîtrisée. Ils expliquent cela de par la diversité des cultures en présence, le faible coût des produits phytosanitaires dans la plupart des cas, un matériel vieillissant avec encore peu de contrôle et de réglage effectués. En horticulture, ce qui est noté, c'est une diversité de typologies de matériel et de besoins et un nécessaire travail autour de la maîtrise de la pulvérisation qui reste un point de vigilance.
C'est d'ailleurs une des thématiques de travail d'un groupe défi horticulture sur la région. En production de semences ou en PAM, ont pu être citées les notions de guidage et d'OAD, mais la question du niveau de maîtrise et son estimation n'a pas forcément été évoquée dans le cadre des échanges. Donc il y a un grand nombre de nouveautés et d'innovations qui se développent aujourd'hui en matière de pulvérisation. Je peux en citer quelques-uns: coupure automatique de tronçons, travail autour de la dérive, de la modulation des doses, tout ce qui est pulvérisation localisée, ultra-localisée, les détections de maladies, etc. En viticulture, ce qui a le plus été mis en avant par les experts, c'est le travail autour de la pulvérisation confinée et de l'adaptation des doses. En arboriculture, le matériel déployé sur le terrain est en phase d'acquisition l'antidérive, mais c'est encore en cours, avec des difficultés au niveau coût et technique. Tout ce qui est panneau récupérateur, c'est pas encore beaucoup diffusé, notamment à cause des défilés par agrêle. Et il y a des travaux qui sont menés autour de l'aspersion fixe sur frondaison et l'adaptation des doses au volume de végétation. En grande culture, il y a un grand nombre d'innovations qui se démocratisent aujourd'hui, notamment en lien avec tout ce qui est embarqué sur le matériel. Mais ça se démocratise doucement, ça représente pas encore la majorité des producteurs, du fait notamment du coût de certains de ces outils ou matériels. Ils se retrouvent plutôt a priori dans les plus grandes exploitations ou les CUMA. Et en maraîchage, horticulture, PAM, donc plantes à parfum aromatiques et médicinales, et semences, ont plutôt été évoquées là encore la maîtrise des fondamentaux avant d'aborder en fait la diffusion de ces innovations. Donc si on réalise un bilan en quelques mots, l'optimisation de la pulvérisation, c'est un levier stratégique pour limiter l'utilisation des produits phytosanitaires. Ça peut permettre pour certaines techniques, certains matériels, des réductions conséquentes d'utilisation avec un double impact environnemental mais également économique. Au-delà de la seule réduction, c'est aussi une meilleure efficience qui est visée pour une meilleure protection des cultures. Et certains référents estiment qu'en ce qui concerne les leviers mobilisés pour réduire l'emploi des produits phytosanitaires, ces leviers d'efficience sont ceux qui sont encore majoritairement mobilisés car finalement peu impactants pour la plupart vis-à-vis des pratiques du producteur. Et donc c'est peut-être une raison de plus pour y regarder et y travailler. Néanmoins, ces différents leviers peuvent nécessiter une technique importante ou une bonne maîtrise des conditions de mise en œuvre. Et de fait, ils peuvent impacter des aspects plus organisationnels au niveau de l'exploitation, au niveau des plages horaires de travail, de la vitesse de travail, du nombre de rangs travaillés, du temps de réglage ou de formation. Notamment, ça peut être problématique quand on a des ouvriers. Et donc, ces difficultés sont à mettre en parallèle de la multitude de choix de matériel et d'équipements qui peuvent s'offrir aux producteurs, mais aussi différents produits et modes d'application. Donc de fait, l'accompagnement, la formation ont fortement été mis en avant par les référents rencontrés pour les accompagner sur les pratiques, le choix des matériels, des réglages, le mode d'application des nouveaux produits, notamment tout ce qui est produits de biocontrôle, biostimulants, où il y a de nouvelles approches peut-être à avoir. Certains outils ou équipements peuvent s'avérer coûteux, ça peut être un frein à l'investissement, mais certains référents mettent en avant que ces matériels peuvent, dans certains cas, permettre une économie d'intrants et donc du coup occasionner un amortissement possible. Et enfin, une autre difficulté réside au-delà de la seule application des produits dans la détection du besoin et de sa variabilité au niveau de la parcelle ou au niveau de la culture. Répondre à cette difficulté pourra passer par des cartes de modulation intraparcellaires par exemple, ou des machines intelligentes avec de la pulvérisation ciblée ou ultra localisée. Et donc ça met en avant que si on a un travail à faire au niveau des pratiques de pulvérisation, il y a aussi des marges de progrès qui pourront passer par l'adoption de nouvelles technologies ou d'innovations. Mais les référents mettent en avant que le défi à relever, c'est que ces innovations seront diffusées si elles sont facilement utilisables, faciles à prendre en main, à régler ou adaptables au matériel existant, etc. Alors, les différentes filières ne travaillent pas de la même façon le sujet de l'optimisation de la pulvérisation. Néanmoins, il y a beaucoup de projets qui ont existé ou qui existent aujourd'hui en la matière. De nombreux acteurs se mobilisent dans le développement d'innovations, de matériel, avec des formations et un accompagnement des agriculteurs en parallèle. Il y a quelques éléments qui sont travaillés, qui ont pu m'être mentionnés. Le désherbage par image aérienne, les robots pulvérisateurs autonomes, un travail sur de l'évaluation des pulvérisateurs, sur la pulvérisation confinée, par micro-aspersion sur frondaison, l'adaptation au volume de végétation, etc.
Donc il y a certains projets plus généraux qui ont pu être mis en avant. Alors ce que je vais citer, c'est des exemples, c'est pas exhaustif, mais ça permet de voir un peu ce qui est travaillé dans différentes filières. Donc par exemple en arboriculture est travaillé au sein du CASDAR pulvé fixe un nouveau mode de pulvérisation fixe sur frondaison par micro-aspersion, donc dans les vergers de pommiers. Dans le cadre du projet Pulvarbo, il y a une démarche qui est en cours pour la construction d'un OAD pour adapter la dose appliquée au volume de végétation. En maraîchage, il y a le projet Optileg qui s'est terminé en 2018 et qui travaillait sur la protection des cultures, mais plus particulièrement l'efficience de la qualité de pulvérisation pour la filière légumière sur la région. Et en viticulture, il y a un grand nombre de projets qui sont travaillés sur plein de thématiques différentes, modulation, modélisation, évaluation du matériel. Donc je peux en citer quelques-uns et Adrien reviendra dessus par la suite si besoin. Donc Architect Dose Viti, Decitret, Eol Drift, Technodose Viti, Evasprey Viti. Donc voilà, énormément de choses travaillées. À l'échelle plus régionale, on a tous les projets, défis XP, défis fermes qui peuvent intégrer ce levier optimisation de la pulvérisation dans le cadre de leurs travaux. Ce levier étant combiné à d'autres. Et on a également un groupe 30 000 sur la région qui travaille spécifiquement sur la pulvérisation confinée en viticulture. Pour conclure, je reviendrai sur cette notion d'interfilière qui est une notion cruciale en fait au sein du projet P8 Santé du végétal. Donc, lorsque les experts étaient interrogés sur les thématiques à travailler en interfilière, l'optimisation de la pulvérisation est une thématique qui a été citée, s'agissant en fait d'un enjeu fort en transversal, certaines filières pouvant être plus avancées et donc apporter de la matière aux filières un peu moins avancées justement. Quand bien même il existe une diversité de cultures et de contextes de production, ça reste un levier d'intérêt à travailler conjointement. On a pu noter ainsi des rapprochements entre cultures pérennes, arboriculture, viticulture, mais également entre grandes cultures, maraîchage, horticulture de plein champ, pourquoi pas avec les filières PAM et semences. Et même ces filières-là regardent ce que font les pérennes en termes d'évaluation de matériel et d'optimisation de la pulvérisation. Donc globalement, l'interfilière, elle est vue comme un moyen de mettre en commun des résultats autour des pratiques, des outils, des matériels qui sont testés, expérimentés. Pourquoi pas de comparer mutuellement l'efficacité de certains pulvérisateurs et pourquoi pas également travailler en commun sur les fondamentaux, notamment pour les produits alternatifs, de travailler sur la pulvérisation, par exemple, des produits de biocontrôle pour maîtriser leurs conditions d'emploi et leur compatibilité dans les programmes de protection. Donc voilà, l'interfilière qui est la base même du projet P8 Santé du végétal, c'est vu comme un moyen de mutualiser les forces et de s'inspirer des autres filières potentiellement plus avancées ou ayant travaillé des choses qui n'ont pas été encore travaillées dans sa propre filière. Et l'ensemble des éléments que j'ai pu vous présenter dans cette introduction, ça constitue une première brique pour l'ensemble des travaux du projet. Il s'agit de résultats plutôt qualitatifs qui vont là être illustrés par des exemples plus concrets et des résultats plus précis au sein de projet. Donc à travers le témoignage d'Adrien Vergès à qui je vais donner la parole. Voilà, donc je vais dérouler une présentation là sur le choix des techniques de pulvérisation en viticulture. Donc qui reprend un petit peu la synthèse de tous les travaux qui sont menés dans notre équipe que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est mixte entre l'IFV et IRSTEA. Voilà. Donc voilà, donc des travaux qui partent de ce constat-là, très grande en viticulture, très grande variabilité des matériels et des réglages qui sont mis en œuvre. Alors c'est lié, cette diversité, elle est grande et c'est lié aussi à la diversité des vignobles. En fait, c'est vrai que on a des plantations plutôt larges dans le sud de la France ou à Cognac, et puis d'autres plutôt étroites dans les vignobles souvent à plus forte valeur ajoutée, donc en Bourgogne, en Champagne, dans le Médoc, dans le Bordelais. Et donc des modes de conduite qui sont assez diversifiés, et donc du matériel qui est très diversifié, à la fois dans son architecture. Et puis on peut même, si on va encore un peu plus dans le détail, vous voyez que sur la diapositive il y a des buses. Alors là aussi, dans l'esprit souvent des viticulteurs ou des techniciens qui s'en occupent, c'est le flou pour s'y retrouver dans toute la complexité des matériels qui sont proposés.
Donc l'intention, c'est de nos travaux, qui sont souvent financés dans le cadre du plan Ecophyto, c'est d'y voir plus clair dans cette diversité, d'y voir qu'est-ce qui est performant, qu'est-ce qui est moins, en lien avec les objectifs du plan Ecophyto qui sont de réduire l'utilisation des produits et de limiter les impacts. Voilà. Donc, comment on peut faire finalement l'intention aussi, c'est bien sûr de faire progresser, c'est-à-dire que le parc de pulvérisateurs en service soit de plus en plus performant, soit en renouvelant les machines, soit en les réglant mieux. Alors, ça amène à se poser cette question-là. Quels sont les critères C'est-à-dire aujourd'hui un viticulteur qui veut investir parce qu'il estime que sa machine est vieille, son pulvérisateur est vieux. Quels ont été ses critères de choix ou quels ont-ils été pendant toutes ces années? Et c'est vrai qu'ils sont nombreux. Donc, je les ai listés. Enfin, c'est peut-être pas exhaustif d'ailleurs, mais j'ai listé les principaux. Temps de chantier, réactivité, c'est très important, c'est sûr. Pour parfois les fenêtres météo sont courtes, donc il faut être capable de traiter la totalité des parcelles à protéger dans le temps imparti. Le coût de l'investissement, bien sûr, ça revient souvent. La robustesse du matériel, le matériel qui tombe en panne sur un sujet aussi sensible que la protection, c'est parfois c'est très embêtant, donc ça aussi, ça fait partie des critères. La simplicité d'utilisation, donc parfois aussi en lien avec les exploitations où c'est de la main d'œuvre donc des employés qui vont réaliser la pulvée, et en fait les exploitants disent avoir des difficultés pour recruter des tractoristes compétents et donc qualifiés pour réaliser des traitements avec des machines complexes. Et donc dans tout ça, vous voyez que j'ai listé 4 critères importants, et j'arrive seulement maintenant à pourtant ce qui est la fonction de la machine, qui est de traiter efficacement, c'est-à-dire de déposer le produit sur la feuille. Alors ce critère me paraît primordial, et en fait c'est vrai que la majorité des techniques de pulvérisation présentes sur le marché aujourd'hui, sans vouloir optimiser finalement trop l'utilisation des produits phyto, elles permettaient d'atteindre un niveau d'efficacité satisfaisant, sans quoi le système n'aurait pas perduré. Mais puisqu'on change de contexte, puisqu'on veut réduire les doses, parce que c'est important de le faire du point de vue de la protection de l'environnement et des personnes, ce critère, je pense, est remis un petit peu en avant. Et donc, on se pose la question suivante, c'est quels pulvérisateurs vont permettre de maintenir l'efficacité souhaitée avec des produits peut-être finalement moins efficaces parce que moins dosés, ou bien avec des nouveaux produits moins nocifs pour l'environnement et la santé des personnes, mais dont il faudra vraiment optimiser l'utilisation, comme par exemple des produits de biocontrôle. Donc la mesure des dépôts de pulvérisation, voilà, apporte des réponses concrètes, et c'est le sujet de cette intervention. Alors, comment on mesure l'efficacité d'une pulvérisation? Alors, en mesurant, ce qu'on propose, nous, c'est de mesurer le dépôt de bouillie par unité de surface de feuillage à couvrir. C'est ce qu'on appelle la dose effective. En fait, aujourd'hui, quand on fait un traitement, on dit je traite on raisonne en 2 hectares. C'est-à-dire, on dit je traite à 2 kg par hectare, par exemple. Ce 2 kg par hectare, il va se traduire, une fois qu'on aura appliqué le produit, par une certaine quantité déposée sur le feuillage de vigne à protéger, qu'on peut aussi exprimer de la même manière en nanogrammes par décimètre carré de feuillage. Et on parle souvent de la dose hectare, alors qu'en fait, celle qui fait l'efficacité, celle qui va garantir que le traitement va réellement protéger la vigne, c'est bien la dose en fait effective, celle qui se dépose sur les feuilles. Donc voilà ce qu'on cherche à mesurer. On l'exprime comme ça, vous voyez, il y a l'unité en bas de la diapositive, nanogrammes par décimètre carré, pour 1 gramme de produit pulvérisé par hectare. Ça veut dire en fait que toutes les techniques de pulvérisation, on va se ramener à ce cas de figure par le calcul en fait, elles vont toutes avoir 1 gramme par hectare à appliquer, et à partir de cette même quantité de base, on va regarder combien elles parviennent à réellement déposer sur le feuillage, et ça va nous permettre de les comparer, de voir quelles sont celles qui optimisent à partir d'une même quantité, la quantité qu'elles vont vraiment déposer sur le feuillage, et donc qui vont donc optimiser la protection. Donc ce qui est mentionné aussi, c'est qu'il y a une norme ISO, la 22522, qui définit la manière de mesurer les dépôts de pulvérisation. Alors ça, on sait le faire de plusieurs manières. Au vignoble, avec des collecteurs qu'on va, donc des petits bouts de PVC qu'on va agrafer sur les feuilles, puis on va faire comme si on traitait, sauf que
La bouillie d'un pulvérisateur, ça sera de l'eau avec du colorant. Et ensuite, on va doser le colorant. Mais on sait aussi mesurer ce dépôt sur une vigne artificielle. Donc, c'est qu'on appelle le banc d'essai EVAS Previti, dont l'intérêt, en fait, c'est de s'affranchir de toute la variabilité qu'il y a au vignoble. On a une vigne qui est tout le temps la même pour tous les pulvérisateurs. Et donc, ça va nous permettre d'établir des comparaisons qui sont fiables. Donc là, vous voyez un pulvérisateur face par face qui est en train de passer sur le banc d'essai. Vous voyez qu'à l'avant du banc d'essai, c'est encore blanc. Et à l'arrière, vous voyez que les feuilles sont légèrement jaunies, en fait, par le dépôt du colorant de couleur orange qu'on utilise, qui est de la tartrazine, qui est un colorant alimentaire. Donc ce banc, il se décompose en fait en deux parties, des bancs de bordure qui sont des filets, et puis des bancs de collecte qui sont au milieu. Donc la mesure, proprement dite, du dépôt, elle se déroule sur le banc de collecte, qui est situé au milieu du dispositif, qui fait 10 mètres de long et 10 mètres de large. C'est 4 rangs espacés de 2,50 m. Et donc ça nous garantit qu'à l'endroit où on fait la mesure, qui est sur le banc de collecte, le pulvérisateur est rentré dans son régime de fonctionnement normal. On est comme au milieu d'une parcelle. Alors ce banc, c'est aussi un point très important, je crois. Il est modulable et il peut mimer plusieurs stades de développement de la végétation. En effet, un pulvérisateur sur une exploitation viticole, il va en début de campagne traiter des végétations peu développées. Et puis la même machine, bien souvent, va servir à traiter la végétation tout au long du cycle donc de développement jusqu'à une pleine végétation. Et un pulvérisateur qui est performant en début de végétation, c'est pas forcément un pulvérisateur qui sera performant en pleine végétation. Réciproquement, un pulvérisateur performant en pleine végétation, c'est pas forcément un pulvérisateur performant en début. Donc, c'est important en fait de mesurer les performances des pulvés avec différents types de végétation, différents stades de développement de la végétation. Donc, sur le banc d'essai, on a défini 3 stades standards que vous avez à l'écran. Et donc, on fait des mesures de dépôt à chacun de ces 3 stades. Ce qui est important aussi, c'est de voir qu'on va mesurer le dépôt de pulvérisation global, mais aussi, bien sûr, sa répartition dans le feuillage. Donc, tout simplement, en compartimentant la végétation, c'est-à-dire qu'il faut imaginer là, la vigne qui est représentée avec la grille rouge. Il faut imaginer que c'est une vue en coupe du rang. Et on va aller voir, comme ça, dans chacun des compartiments délimités par les bancs rouges, la quantité qui s'est déposée. Donc, par exemple, vous voyez, il y a une zone d'intérêt qui est la zone des grappes. On pourra aller voir dans la zone des grappes qu'est-ce qu'il y a comme dépôt. On pourra voir si le produit, le dépôt de pulvérisation a réussi à pénétrer au cœur de la végétation, ce qui n'est pas toujours évident en fonction des machines. Et donc, tout simplement en réalisant une mesure par compartiment de feuillage. Donc, depuis que le banc d'essai existe, voilà ce qui a été effectué comme travail. Donc 24 pulvérisateurs dédiés au vignoble large. Alors je parle de vignoble large à partir du moment où c'est du matériel interligne, traîné par un tracteur interligne qui va passer entre les rangs. 15 pulvérisateurs dédiés aux vignes étroites. Donc là, c'est du matériel porté sur un jambeur. Et après, c'est pour la petite histoire, c'est donc un certain nombre de buses. Ça fait plus de 200 essais. Et puis, donc, c'est vrai que on aime rappeler que ça fait en fait pas mal de travail, à la fois de collecte des feuilles et puis de mesure d'absorbance. Et le banc d'essai, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il a permis, par rapport aux méthodes qui existaient avant de mesure au vignoble réel, il a permis en fait de multiplier le nombre d'essais qu'on est capable de produire pendant une saison. Donc voilà, c'est les résultats que je vais vous présenter dans la suite de la présentation. Ils sont issus des tests de ces 24 et 15 machines respectivement dédiées aux vignes larges et étroites. Alors, comme je vous disais déjà un peu en introduction, l'objectif, je fais un rappel, c'est on peut en voir deux peut-être et avec deux échéances de temps. Un premier à moyen et long terme, c'est orienter le renouvellement du parc vers des machines plus performantes. Et c'est l'objectif d'un projet financé par Ecofito. Il y a aussi peut-être quelque chose qui peut être mis en œuvre plus vite et qui est pertinent aussi, on le verra, c'est d'optimiser le réglage des machines en service. Sans parler de renouveler, d'investir, bien déjà, quels sont les conseils de réglage qu'on peut produire grâce à un banc d'essai tel que je viens de vous le présenter. Nous sommes engagés, IAV et RSTA, dans le cadre du projet Label Pulvé, qui est financé dans le cadre du plan Ecofito, et donc qui vise à produire en fait une labellisation des pulvérisateurs.
donc à l'image de ce qui existe, par exemple sur l'électroménager, vous savez, pour la question de la consommation d'énergie. Vous avez A, B, C, D, quand vous allez acheter un frigo ou que sais-je. Et donc, on sait tout de suite quel est le frigo qui est le plus performant du point de vue de la limitation de la consommation d'énergie. Mais l'idée, c'est un petit peu, sur les pulvés, de faire la même chose sur la question de leur capacité à optimiser l'utilisation des intrants phyto, à la réduire donc. Donc voilà ce que vise à faire ce projet, produire une classification. Ce projet, donc il y a toute la partie technique qui est menée par IAV et RSTA. Voilà, on verra ensemble les résultats. Et puis il y a son comité de pilotage, volontairement, c'est vraiment une volonté depuis le départ, qui est très collégiale. Donc en fait, dedans, il y a le ministère de l'Agriculture, les constructeurs de pulvérisateurs, représentés par le syndicat AXEMA, hein, qui est le syndicat majoritaire en France. Il y a aussi l'UIPP, donc les firmes phytosanitaires, mais aussi les gens qui gèrent en fait l'aide à l'investissement agricole. Donc c'est souvent dans les régions, donc régions de France, qui potentiellement pourrait utiliser un jour ce label, est présent dans le comité de pilotage. Ce projet, donc, ce qui a été annoncé, c'est qu'il allait publier la première liste de pulvérisateurs labellisés pour le début de l'année 2020, le début de l'année prochaine. Donc voilà un petit peu là où nous en sommes, et c'est encore en cours de discussion. Et label PUV, la labellisation aussi, on peut maintenant le dire, a été primé au CITEVI, a reçu la médaille d'argent, donc peut-être vous en entendrez parler. Donc si on en vient un peu aux résultats qu'on utilise dans le label pulvé, je vous présente ce premier graphique, alors qui au premier abord peut paraître un peu compliqué, mais si j'explique bien, ça va aller. En fait, dans ce graphique, chaque point, c'est un pulvérisateur. Chaque point représente un pulvérisateur. Plus le point est à droite, vous voyez sur l'axe horizontal, plus ça veut dire que le pulvérisateur a produit un dépôt de pulvérisation élevé. Ça veut dire qu'il a réussi à optimiser le gramme par hectare dont il disposait et à le déposer au maximum sur la végétation. Ensuite, deuxième critère, plus le point est haut sur le graphique, c'est l'axe vertical, plus ça veut dire que le dépôt était homogène. D'accord, l'interrogité était faible, donc ça veut dire que le dépôt était homogène. Donc en fait, on se retrouve en fait avec ce système, avec les entre guillemets bons pulvérisateurs en haut à droite du graphique et entre guillemets mauvais en bas à gauche. Donc ça permet tout de suite de visualiser un petit peu la diversité des performances des pulvérisateurs. Alors vous voyez aussi qu'il y a des couleurs. En bleu, en fait, vous avez toutes les évaluations qui ont été menées en début de végétation, en orange en milieu de végétation et puis en gris en pleine végétation. Donc au sein d'un même nuage, là la diversité qu'on observe, elle est entièrement liée à la performance des machines. Par contre, donc ça c'est un premier élément et on voit qu'elle est large, hein, cette diversité. On passe par exemple en début de végétation, vous voyez, d'un dépôt moyen compris entre 400 et 3 fois plus, hein, quasiment 1200. Donc on voit bien que certaines machines sont beaucoup plus performantes sur ce critère que d'autres. Mais le deuxième point, et c'est pas trop le sujet d'aujourd'hui, donc je ne m'étendrai pas, c'est aussi de voir les différences entre stades. C'est-à-dire qu'on voit bien que les nuages de points sont distincts. Le nuage de points bleu est distinct du orange qui est distinct du gris. Donc ça, c'est pas la responsabilité des pulvés. C'est vrai que de fait, quand il y a plus de végétation en traité, comme c'est le cas en pleine végétation, eh bien le gramme par hectare dont on dispose, on va l'étaler sur une quantité de feuillage plus importante. Donc on va forcément produire des dépôts surfaciques plus faibles. Et ça, c'est lié au développement de la végétation. Et donc ça souligne l'intérêt d'adapter les doses à la quantité de végétation. Et on utilise d'ailleurs ces données pour raisonner aussi ce critère-là. Donc je reviens sur la pulvée. Vous avez aussi voilà là les petites croix qui sont apparues en bleu en début de végétation en vigne étroite. Oui, en fait, en vigne étroite, les rangs sont plus serrés, donc on a plus de végétation par hectare. Donc dès le début de végétation, on est sur un niveau de dépôt globalement équivalent au milieu de végétation en vigne large. En vigne étroite, on constate aussi la même diversité des performances des matériels au sein d'un même nuage de points. Alors maintenant, si on cible un peu et on se concentre, donc c'est le même type de graphique, on va rentrer un peu plus dans le détail. On est uniquement en début de végétation. Et vous voyez qu'il y a un code couleur. Donc, en vert, en fait, ce sont, comme ça vient d'apparaître, les matériels face par face. Et donc, on les retrouve logiquement plutôt en haut à droite du graphique.
ce sont les matériels en fait qui vont faire en haut parce que ce sont les matériels qui traitent les deux faces de la végétation, donc ils vont faire les dépôts les plus homogènes. Donc c'est logique de les trouver en haut du graphique. Mais c'est aussi souvent les matériels qui vont être le plus près de la végétation et qui vont optimiser aussi la quantité déposée. Donc on les retrouve en haut à droite du graphique. Vous avez ici, là, en rouge, les voûtes pneumatiques utilisées tous les 2 rangs ou bien tous les 3 rangs avec une main de retour. Donc ces matériels qu'il faut savoir, c'est que c'est en vigne large environ 70% du parc en service. Donc ce qui est en train en ce moment, enfin ce qui est le plus utilisé, c'est donc ce type d'appareil. Donc ça va être un petit peu notre référence, c'est-à-dire que c'est par rapport à ce matériel-là qu'on va chercher à cet état actuel, qu'on va chercher à trouver des progrès, des matériels qui permettent de progresser par rapport à ce matériel-là. Donc on voit quand il est utilisé tous les 2 rangs ou tous les 3 rangs avec une main de retour, il fait des dépôts aussi sur le critère d'homogénéité, hein, qu'on est aussi bien qu'avec un face par face. En fait, toutes les phases de la végétation sont ciblées successivement par l'appareil. Par contre, comme on travaille de plus loin par rapport à un face par face, on fait des dépôts qui sont globalement moins élevés, parfois même beaucoup moins. Hein. Vous voyez qu'on est environ à 500, quand avec un face par face, on peut arriver à 1000. Alors ce même matériel est bien souvent utilisé en fait tous les 3 rangs sans la main de retour, ou bien tous les 4 rangs. Donc là, enfin, c'est un peu technique, mais tout ça pour dire qu'en fait, suivant la manière dont on l'utilise, vous voyez que la performance est bien inférieure. En fait, on est pareil en termes de dépôt moyen, mais on produit un dépôt beaucoup moins homogène, parce que toutes les faces de la végétation ne sont pas ciblées. On n'en cible qu'une sur 2, en fait. Et donc, voilà comment aussi ce matériel est bien souvent utilisé, donc mettant en avant les marges de progrès hein, par rapport à ce type de pulvé et ce qu'on pourrait faire avec un face par face. Et puis, dernière catégorie, ici en jaune, donc les aéroconvecteurs, alors qui sont parfois utilisés bien souvent tous les 2 rangs, mais parfois même tous les 3 rangs, avec là donc des dépôts extrêmement hétérogènes, notamment quand on utilise tous les 3 rangs. Donc, sur la base de ces résultats, l'objectif, j'y reviens, c'est de produire une labellisation de pulvérisateur, une classification. Le cadre qui a été proposé et qui est maintenant validé par le comité de pilotage de label pulvé, c'est le suivant. Il y aura en fait, à chaque stade végétatif, une classe attribuée à chaque technique de pulvérisation. Ces quatre classes donc, seront représentées par des lettres qui vont de A+ à C, qui ont chacune une signification. En fait, donc tout ça, ça repose sur ce que je vous expliquais, c'est-à-dire qu'on a regardé quel était le matériel qui représentait la majorité des utilisations aujourd'hui, et on a testé 3 matériels de ce type. On a fait la moyenne de leur performance, et on a dit, voilà, ce matériel sera équivalent au niveau B. Tout ce qui est moins bien que le matériel de référence sera classé C. Et ensuite, on a bien vu qu'il y avait des matériels qui permettaient de progresser par rapport à la référence. Et bien ceux-là, ils vont être soit A, soit A+, en fait, s'ils permettent d'obtenir le même niveau de dépôt que la référence, mais en ayant réduit la dose. En fait, un matériel classé A, voilà ce que ça veut dire, hein, même si on l'utilise avec 70% de la dose, il va déposer autant de produits qu'un matériel classé B, mais lui, le matériel classé B, il aura besoin d'utiliser 100% de la dose. Vous voyez la différence, hein, c'est-à-dire que même en utilisant seulement 70% avec un matériel A, je dépose toujours autant sur la végétation que ce que faisait un matériel B. Et A+, c'est le même principe avec 50%, hein, c'est-à-dire en fait c'est un matériel qui va déposer 2 fois plus de produits sur la végétation. Ça se traduit, cette classification, si on tient compte des 2 critères. En fait, dans le graphique que je vous ai présenté avec 2 axes, donc l'axe horizontal sur le dépôt moyen et l'axe vertical sur l'homogénéité du dépôt, en fait, on a choisi un critère qui permet de tenir compte des 2 aspects, hein, dépôt moyen et hétérogénéité. Et voilà à quoi on aboutit. Donc après, bon, il y a un petit peu des mathématiques derrière, mais peu importe. On se retrouve en fait avec les matériels classés B qui sont entre la courbe rouge et la courbe jaune, le matériel A entre la jaune et la verte, et puis A+, qui sont au-dessus de la verte. Alors en fait, là, donc ce qu'on voit, c'est qu'en pleine végétation, il n'y a pas de matériel A+, il y a un certain nombre de matériels classés A qui sont tous des faces par face, un certain nombre de matériels classés B, et puis certains qui sont C, donc dont on ne recommande pas l'utilisation.
Selon le même principe, on a travaillé en milieu de végétation. Là, on a deux matériels qui sont A+, qui sont d'ailleurs deux panneaux récupérateurs, en fait, qui sont classés avec les phases parfaites. Et puis en début de végétation, là, de plus nombreux matériels classés A+, un certain nombre classés A, un certain nombre classés B, et d'autres encore qui sont C. Donc voilà un petit peu tous ces résultats, toutes ces évaluations, comment elles ont été utilisées pour produire la labellisation label pulvé, et donc qui va être présentée prochainement, je vous ai dit début 2020. Alors, donc ça, c'est sûr, effectivement, c'est d'actualité, cette diapositive. Label pulvé va parler de l'optimisation des dépôts de pulvérisation sur la végétation, qui permet de réduire les doses, qui répond aux objectifs du plan éco-phyto. Mais ça ne répond pas à un sujet pourtant d'actualité, puisque donc un arrêté qui est en consultation publique pour ce qui concerne la dérive. Label pulvé, dans sa première mouture, ce qui va sortir là cette année, ne répond pas à la question de la dérive que nous travaillons par ailleurs. Alors heureusement, les matériels performants, il y a quand même, c'est-à-dire la dérive, c'est pas la même chose, puisque c'est les quantités qui vont dépasser les limites de la parcelle lorsqu'on traite. Et donc en fait, même si on a un matériel qui est bien du point de vue des dépôts, potentiellement ça ne prouve pas qu'il va faire peu de dérive. Alors heureusement, c'est quand même un peu le cas, c'est quand même bien sûr lié, parce que tout le produit qui est déposé sur les feuilles, c'est du produit qui n'est pas ailleurs, donc potentiellement en dérive. Mais label pulvé, dans sa première version, va avant tout guider sur la question du dépôt, et la dérive devra être travaillée par la suite. On s'y attelle notamment dans notre équipe. Voilà, donc ça c'était le premier levier, vous vous rappelez, comment on peut valoriser nos connaissances pour essayer d'orienter le renouvellement du parc vers des machines plus performantes. Et donc ça, j'en ai fini avec ce premier levier. Deuxième levier, un peu plus technique et concret, qu'est-ce qu'on peut faire dès le court terme? Eh bien, optimiser les réglages des pulvérisateurs en service. Alors, sur le banc d'essai, on a étudié plusieurs choses. Le nombre de rangs traités par passage, par exemple, l'inclinaison des diffuseurs, la vitesse de ventilation, la vitesse d'avancement, le choix des buses, tout un tas d'autres critères. Donc, je vais cibler sur quelques exemples. Alors, d'abord, le nombre de rangs traités par passage, par exemple avec un aéroconvecteur. On a étudié les dépôts. Alors, vous voyez l'animation qui se déroule. On a étudié les dépôts en fait sur 4 rideaux de végétation. Donc, on est en début de végétation. On a un aéroconvecteur et on mesure les dépôts sur 4 rideaux de végétation au sein d'un rang. On mesure ça sur le rang qui est proche du passage du tracteur, mais aussi, de la même manière, sur le rang qui est loin et qui va être traité d'une manière différente. Voilà les résultats qu'on obtient. Alors, ce graphique est peut-être un peu compliqué, mais je vais vous l'expliquer. En fait, vous voyez ici, donc on a les fameux 4 rideaux de végétation et la hauteur des barres de l'histogramme, elle donne la quantité de produit qui s'est déposé sur les feuilles appartenant à ce rideau. Donc vous voyez que lorsqu'on traite premier groupe de barres, là, lorsqu'on traite tous les deux rangs, tous les rangs de la parcelle sont voisins du passage de l'appareil et on obtient des profils de dépôt de pulvérisation de ce type-là. Donc en fait, avec le côté qui est voisin du passage de l'appareil qui reçoit des dépôts compris entre 800 et 750, et l'autre, le côté opposé du rang, qui reçoit 2 à 3 fois moins de dépôts de pulvérisation. Par contre, voilà ce qui peut se passer. Certains viticulteurs nous disaient, ça nous convient, on arrive à protéger la vigne de cette manière. Certains utilisent tous les 3 rangs. Alors, lorsqu'on utilise cette machine tous les 3 rangs, en fait, vous avez un motif dans la parcelle qui va se créer. Vous avez un rang voisin du passage de l'appareil, ensuite un rang éloigné, et ensuite, à nouveau, un rang voisin, puisque vous revenez 3 rangs plus loin. Donc, vous vous retrouvez dans la parcelle, en fait, avec deux types de rangs, deux types de profils de dépôt de pulvérisation possibles en fonction de la position du rang par rapport à l'appareil. Donc, vous avez les résultats qu'on obtient, ce sont les suivants. Les rangs voisins du passage du tracteur reçoivent donc des dépôts de pulvérisation déséquilibrés entre la face côté tracteur et la face opposée, qui sont quand même significatifs. Par contre, tous les rangs loin, et ça représente quand même un rang sur 3 dans la parcelle, reçoivent très très peu de dépôts de pulvérisation, comme on peut le voir sur ce graphique. Alors, comme on était étonné en fait de ces résultats, qu'on trouvait extrêmement faibles, même si on s'attendait bien sûr à ce que ça ne soit pas élevé, mais c'est quand même étonnamment faible. Vous voyez qu'on est en dessous de la barre des 100 nanogrammes par décimètre carré là. En fait, on a fait une troisième expérience dans laquelle on a supprimé le rang tracteur, et donc on a fait comme s'il y avait un manquant dans la parcelle, et on a maintenu le rang loin. Donc le rang loin, en fait, il était traité à une distance
équivalente, mais cette fois-ci sans obstacle, sans végétation au niveau du rang proche du tracteur. On a simulé ce qui se passe s'il y avait un manquant. Donc là, on obtient des dépôts, bon, certes, beaucoup plus élevés que lorsqu'on avait laissé le rang proche du tracteur, mais qui sont toujours très faibles, en dessous de 100. C'est-à-dire que même dans le cas le plus favorable, ce rang qui est éloigné du passage du tracteur reçoit très très peu de dépôts. Donc clairement, par rapport à ça, dans une situation un viticulteur qui utilise cette machine aujourd'hui tous les 3 rangs, ben clairement, il pourrait l'utiliser tous les 2 rangs et à demi-dose, et il continuerait à protéger sa vigne aussi bien, voire mieux, que ce qu'il faisait à pleine dose en l'utilisant tous les 3 rangs. Donc voilà le genre de conclusion que ces travaux permettent d'apporter, le genre de pistes d'optimisation qu'on essaie de porter au niveau des viticulteurs. Donc un autre travail a été mené sur donc les voûtes pneumatiques, qui est l'appareil majoritaire en vigne large, et notamment sur l'utilisation, vous voyez, ce qui apparaît là avec l'animation, ce qu'on appelle la main de retour. C'est cet organe-là qui, en fait, va permettre de traiter la vigne en passant tous les 3 rangs, en ciblant successivement toutes les phases de la végétation. S'il n'y est pas, vous voyez qu'on ne cible pas la face opposée au passage de l'appareil. Donc on s'est demandé si c'était intéressant de travailler de cette manière. Donc on a testé 2 réglages de la main de retour. Un réglage donc très abaissé dans le rang, et puis un réglage qui traite plus par le dessus. Donc voilà les résultats obtenus, ils sont présentés de la même manière. Donc en fait, la vigne a été compartimentée en 3 épaisseurs. L'épaisseur voisine du passage de l'appareil est représentée en bleu, celle qui est au cœur de la végétation en rouge, et puis celle qui est sur la face opposée en vert. Si on utilise la voûte pneumatique tous les 2 rangs, vous voyez à droite le profil de dépulvérisation qu'on obtient. Tous les rangs de la parcelle, à la symétrie près, sont traités de cette manière. Si on utilise tous les 3 rangs avec une main de retour, on obtient donc des rangs proches du passage du tracteur qui ressemblent finalement assez bien à ce qu'on fait tous les 2 rangs, et puis des rangs éloignés où il y a un peu moins de dépôts. Donc on a là, en fait, on compare les 2 réglages tous les 3 rangs avec la main de retour. Donc le deuxième semble un peu plus performant puisqu'on dépose davantage de végétation sur le côté droit du rang. Et puis le dernier cas de figure, c'est lorsqu'on utilise cet appareil tous les 4 rangs. Là, il y a seulement une phase sur 2 de la végétation qui est ciblée. Et on voit bien qu'on a un déficit important de dépôt sur la face opposée à celle qui a reçu le traitement. Donc finalement, lorsqu'on analyse ce graphique, comment vaut-il mieux utiliser une voûte pneumatique? Eh bien, ce qui est vrai, ce que beaucoup de viticulteurs font, c'est qu'ils utilisent tous les 4 rangs. Ce qui est vrai, c'est que l'utiliser tous les 3 rangs avec une main de retour représente un progrès massif sur la question de l'homogénéité des dépôts, des profils de dépôt dans la végétation. En revanche, ce qu'on ne voit pas ici, c'est qu'en fait, si on décompose, alors c'est peut-être un peu complexe, mais ce qu'on ne voit pas, c'est que le travail de la main de retour est assez hétérogène sur la hauteur. Vous voyez, par exemple, ici, le groupe de barres de droite, c'est la décomposition des dépôts en haut, au milieu et en bas, et on voit qu'il y a un déficit en bas sur la face qui est traitée par la main de retour. Donc le travail, lorsqu'on utilise l'appareil tous les 2 rangs, vous avez le groupe de barres ici à gauche, reste meilleur que l'utilisation tous les 3 rangs avec la main de retour. Ceci dit, pour des raisons de temps de chantier, le 3 rangs permet de maintenir un débit de chantier intéressant. Et par rapport aux 4 rangs, représente un progrès massif en termes de qualité d'application. C'est peut-être une voie qui peut être explorée par certains viticulteurs. Deuxième levier qu'on a utilisé, c'est la vitesse d'avancement. Alors, on a utilisé donc toujours le même appareil, la voûte pneumatique, tous les 2 rangs. Et vous voyez, on a testé 3,3, 3,9, enfin un certain nombre de vitesses d'avancement comprises entre 3,9 et 8,6 km par heure. Finalement, à première vue, assez peu de différence en termes de profil de dépôt de pulvérisation entre ces différentes vitesses d'avancement. Cependant, si on regarde quand même dans le détail, on voit que la barre centrale des histogrammes, qui représente le dépôt au centre de la végétation, a tendance à diminuer lorsqu'on augmente la vitesse d'avancement. En fait, c'est un phénomène qui est bien connu dans la bibliographie. Le dépôt de pulvérisation, lorsqu'on réduit la vitesse d'avancement, pénètre moins dans la végétation. Et on voit que cette diminution de la pénétration, d'ailleurs, se fait au profit des dépôts sur les faces extérieures de la végétation. Donc finalement, assez peu de différence entre les différentes vitesses d'avancement. Même si, effectivement, on conseillera plutôt de réaliser des traitements aux alentours de 5 km/h pour ne pas limiter la pénétration. Cependant, ce qui était intéressant aussi, c'est de prendre du recul et vous rappeler du profil de dépôt de pulvérisation que je vous avais montré
Parce qu'on utilise la voûte pneumatique tous les 4 rangs. Ben, tous les 4 rangs à 5 km/h. Alors certes, on est dans une vitesse d'avancement classique, un peu élevée. On a un travail finalement assez hétérogène. Et moi, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux traiter tous les 2 rangs à 7 km/h que tous les 4 rangs à 5 km/h. C'est vrai que ça bouscule un peu peut-être les habitudes, ce qui a été dit, mais les résultats d'essai sont là pour appuyer ce conseil. En fait, lorsque le sol le permet, le sol est suffisamment plat, on s'aperçoit, grâce à ces mesures, qu'il est sûrement préférable de traiter tous les 2 rangs à une vitesse un petit peu élevée, en fait, pour regagner du temps de chantier, hein, parce que c'est ça la réticence, hein, de passer, la réticence qu'ont les viticulteurs pour passer tous les 2 rangs, c'est la perte de temps. Peut-être qu'ils peuvent passer tous les 2 rangs en augmentant un peu la vitesse d'avancement, ça sera mieux que de passer tous les 4 rangs, comme certains le font aujourd'hui. Alors, la vitesse d'avancement encore, là, cette fois-ci, en début de végétation. Et là, on voit qu'en fait, avec le ballon qui est conféré à l'appareil par la vitesse d'avancement, augmenter la vitesse est défavorable au dépôt de pulvérisation. Notamment, donc là, on est en début de végétation. Le ciblage est plus difficile à réaliser, puisqu'on cible une végétation plus petite. Donc là, on conseillera plutôt de maintenir des vitesses d'avancement relativement faibles. Enfin, normales, quoi, 5 km. Donc là, je vais vous présenter aussi donc, un essai sur la vitesse d'avancement qui a été fait avec un panneau récupérateur. Donc les panneaux récupérateurs présentent donc d'assez nombreux avantages, hein, augmentation de la qualité de pulvérisation, réduction de la dérive a priori, hein, récupération de produits, donc optimisation des intrants massive, hein, permis par ces appareils. Ils ont un inconvénient majeur, bien sûr, qui est en fait d'avoir un débit de chantier inférieur, donc de ne pas permettre de travailler aussi vite que ce que font d'autres appareils. Donc on a étudié en fait la vitesse d'avancement comme piste permettant de regagner un petit peu en termes de temps de chantier lorsqu'on utilise ces appareils. Et donc on a fait un essai, alors c'est un essai hein, dans des conditions contrôlées, carrément à 9 km/h avec ce type de machine. Et vous voyez que finalement, les dépôts de pulvérisation, si vous comparez 5 km/h et 9 km/h, sont assez peu différents. Donc ça a mis en évidence que dans des conditions où le sol est suffisamment roulant, il n'y a pas trop d'irrégularité au niveau du sol, ces matériels peuvent être utilisés à des vitesses d'avancement un peu élevées pour permettre de regagner du temps de chantier. Donc le discours, bien sûr, c'est pas du tout de dire que la vitesse d'avancement est un faux sujet, qu'on peut passer très vite, mais c'est de dire rendons peut-être plus acceptables certaines techniques de pulvérisation qui sont performantes en regagnant du temps de chantier. Et il faut toujours prendre ce recul-là. Regardez ce que fait une technique d'application assez classique, un aéroconvecteur à 7 km/h, tous les 2 rangs. Ben voilà le profil qu'on obtient. Donc finalement, moi je crois que le panneau à 9 km/h, même si c'est 9 km/h et que c'est un petit peu choquant, ça bouscule les habitudes, ça reste plus performant que la majorité des techniques utilisées aujourd'hui. Le même essai a été conduit en pleine végétation et on aboutit aux mêmes conclusions. Vous voyez que même en pleine végétation, avec donc un matériel comme ça, performant, on peut augmenter sensiblement la vitesse d'avancement sans détériorer le profil de dépôt de pulvérisation. Et là encore, si on met en regard ce que fait une machine, par exemple un aéroconvecteur utilisé tous les 2 rangs, on s'aperçoit que même si c'est une vitesse élevée, 9 km/h, ça reste mieux 9 km/h avec un panneau récupérateur que 7 km/h avec un aéroconvecteur. Le sujet suivant que je voulais aborder, c'est le type de buse. Il existe différentes buses, notamment des buses anti-dérive qui sont mises en avant aujourd'hui. Alors, pour s'y retrouver dans les buses, je vous propose simplement de raisonner de cette manière avec un tableau à double entrée. Donc, il y a 2 catégories de buses, des buses classiques qui vont produire des gouttes plutôt fines et des buses à injection d'air qui produisent des gouttes moins fines et qui sont synonymes, buses à injection d'air, c'est synonyme de buses anti-dérive. C'est exactement la même chose. Donc ça, ce sont les 2 lignes du tableau. Ensuite, ce tableau, il a 2 colonnes parce que chacun de ces 2 types de buses, classiques ou à injection d'air, peut être soit à turbulence et va produire un jet de forme conique, soit à fente. Et dans ce cas-là, ces buses vont produire un jet de type plat, type pinceau. Donc voilà, finalement, les 4 principaux types de buses qu'on va rencontrer en viticulture. L'utilisation des buses anti-dérive est souvent il y a des réticences qui sont nombreuses sur le terrain à utiliser des buses anti-dérive au motif qu'elles font des impacts de pulvérisation plus gros et qui seraient moins bien répartis sur la végétation. Donc nous, on a expérimenté ici l'utilisation de ces buses et comparé sur des critères de pénétration des dépôts dans la végétation les 2 types de buses.
Et en fait, peu de différences, voire pas du tout, ont été constatées. Vous voyez ici, donc avec un aéroconvecteur en début de végétation, que ce soit le profil obtenu avec des bus classiques ici à gauche ou avec des bus antidérives à droite, sont quasiment identiques. Et donc le travail me paraît équivalent. On a le même essai qui est mené ici en pleine végétation, et le constat est le même. Les profils sont équivalents entre la buse classique et la buse d'injection d'air. Ensuite, un travail similaire mené avec cette fois-ci avec un panneau récupérateur en début de végétation. Vous voyez que la buse antidérive a même au contraire, par rapport aux deux autres, permis d'optimiser, d'obtenir des dépôts, des quantités déposées plus élevées sur la végétation que pour les autres buses. Et ce, y compris pour les rideaux de végétation au cœur de la végétation. Pas de déficit de pénétration. Le même essai a été fait donc en pleine végétation, et la conclusion est toujours la même, peu de différence ou pas entre bus à injection d'air et bus classique. On met en regard, on prend toujours ce recul-là, c'est toujours intéressant, ce que fait une technique assez classique, un aéroconvecteur tous les 2 rangs, avec certes des gouttes fines, ce profil-là me paraît moins favorable qu'un profil avec des bus d'injection d'air avec un panneau. Le deuxième aspect aussi, par rapport au panneau récupérateur, sur lequel vont jouer les buses, alors ça dépend des appareils, mais sur cet appareil, par exemple, la buse utilisée va jouer sur la récupération. On a vu que sur le dépôt, elles étaient assez équivalentes. Et là, par exemple, avec cet appareil, vous voyez, vous avez les courbes là, vertes et rouges, qui représentent respectivement les quantités récupérées par le panneau au cours de la saison, donc qui diminuent au fur et à mesure que la végétation se développe. Et vous voyez que tout au long de la saison, la courbe qui concerne la buse antidérive était largement au-dessus de la courbe qui concernait la buse classique. Donc sur ce critère-là, même dépôt, plus de récupération, la buse d'injection d'air permettait d'optimiser clairement l'utilisation des intrants. C'est un petit focus là sur l'intérêt et les limites de la pulvérisation confinée. Donc c'est une offre qui s'étoffe, il y a de plus en plus de marques qui en proposent, et d'ailleurs là c'est pas exhaustif ce qui est représenté. Donc avec un intérêt qui est à la fois l'optimisation des intrants, alors, par 2 leviers, bonne qualité d'application sur la végétation, donc on peut raisonner la dose à la baisse, et de plus on récupère tout le produit qui n'est pas déposé, qui va en fait être pulvérisé en face d'un trou de végétation parce qu'il y a un manquant, parce que la végétation n'est pas complètement développée, va être partiellement récupéré, donc qui permet de récupérer des quantités non négligeables, et donc de réduire la quantité de produits épandus par hectare. Et troisième aspect encore, évidemment, la réduction de la dérive. A priori, ces appareils qui confinent la pulvée sont ceux qui vont permettre le plus de limiter le phénomène de dérive, c'est-à-dire de perte de gouttes qui vont dépasser les limites de la parcelle sous l'effet du vent. Voilà, j'en arrive à la conclusion. Donc l'amélioration de la qualité de pulvérisation, je pense d'en montrer pourquoi. Pour nous, ça représente un levier concret pour agir dès le court terme vers une réduction des intrants phytosanitaires, donc en réglant mieux les machines. Vous voyez qu'on passe des fois du simple au double en termes de quantité déposée en modifiant une pratique, un nombre de rangs traités. Et puis le deuxième levier, bien sûr, c'est le renouvellement du parc vers des machines plus performantes. Donc ça, c'est plutôt dans le cadre de label pulvé que je vous avais présenté dans un premier temps. Et ensuite, pour élargir un petit peu en dehors de la filière viticole, il y a ici, dans les locaux d'IRSTEA, dans le cadre du projet CASDAR Pulvarbo, qui est donc dans lequel sont partenaires le CTIFN et IRSTEA, la construction qui est en cours d'un verger artificiel pour évaluer là aussi en arbo la performance des machines et sans doute aboutir à donc une labellisation similaire à celle qui a été faite en viticulture, voilà, qui est en cours de publication. Voilà, je vous remercie pour votre attention, puis j'espère que je n'ai pas été trop long et je serai ravi de répondre à vos questions. Voilà. Rapidement, histoire de pas trop dépasser dans le timing. Donc, première question, qui peut venir tester son pulvérisateur? Un viticulteur, un fournisseur, est-ce que le test est payant? Alors, donc ce sont les constructeurs, on travaille avec les constructeurs, souvent leur bureau d'études. Pendant toute la première phase du projet, donc l'essentiel des machines à tester ont été testées gratuitement, parce qu'en fait, c'était donc financé, ce travail, par des projets éco-phyto, qui s'appellent du même nom Label Pulvé et Pulvé Perf. Maintenant, là, depuis cet automne,
et même depuis le printemps, depuis cette année, on est rentré dans une phase différente où les projets sur fonds publics ne financent plus ces tests. Ils ont permis donc de développer des méthodes, de définir un cadre. Et maintenant, donc, les essais sont à la charge des constructeurs. Alors, sachant que c'est quand même un prix qui est demandé, qui est à prix coûtant, en fait. Hein. Ni l'IAV ni RSTA n'a vocation à faire du bénéfice. C'est pas une démarche commerciale. Mais par contre, il faut bien financer les salaires des gens qui font ces essais. Et donc ça, c'est à la charge des constructeurs. Ok, donc cette labellisation hein, de ce que tu as présenté ne concernait bien que les productions viticoles et vont s'ouvrir là potentiellement à l'arbo. Alors oui, ça concerne que la viticulture et l'arbo. Donc le verger est en construction. Ensuite, il va falloir développer toutes les méthodes d'échantillonnage. Tout ça, il y a quand même du travail en fait scientifique derrière. Puis l'arbo peut-être aboutira, oui, dans une échéance un peu plus longue à quelque chose, un parallèle, quoi. Oui. D'accord. Dans l'essai, est-ce que vous restiez à dose de bouillie identique? Alors oui et non. Réellement, non, mais par le calcul, oui. C'est-à-dire que tous les résultats que je vous ai présentés, c'est bien, comme j'ai essayé de le dire, pour 1 gramme par hectare. Et ça, on s'y ramène par le calcul. C'est comme ça qu'on peut comparer les machines. Effectivement, c'est une question pertinente. Hein. Sans ça, on ne pourrait pas comparer les machines. Donc, effectivement, on est très vigilant en fait sur la mesure des débits, de la concentration en colorant, de la bouillie qu'on épand à chaque essai. Et c'est ça qui nous permet, par le calcul, de nous ramener toujours à 1 gramme par hectare. Alors, est-ce que vous avez des retours en termes d'IFT sur des parcelles qui mettent en application vos préconisations? Alors, on a nous-mêmes fait quelques essais. On avait appelé ce projet éco-pulvé. Alors, c'était finalement, c'est vaste hein, tout ce qu'on a fait. Là, on avait ciblé ce projet sur vraiment les panneaux récupérateurs à vitesse d'avancement plutôt élevée, hein, suite aux résultats qu'on avait obtenus, en se disant que bon, on allait probablement atteindre l'objectif de 50% de réduction des produits. Là, pour le coup, on a mesuré l'efficacité biologique, c'est-à-dire on est allé compter les maladies dans les parcelles, et on avait un dispositif expérimental où c'était le programme de traitement des viticulteurs. Il ne faisait qu'une bouillie, mais dans sa parcelle, il avait plusieurs vitesses d'avancement. Donc, il faisait qu'une bouillie, il traitait un certain nombre de rangs à 5 km/h, puis un certain nombre de rangs à 7 km/h, puis un certain nombre de rangs à 9 km/h. Et donc, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, en passant plus vite et en restant toutes choses égales par ailleurs, en fait, il traitait il baissait la dose dans les rangs où il passait à vitesse plus élevée. Et nous, on allait compter comme ça les maladies dans chacune des modalités. Et donc, dans la modalité la plus ambitieuse, à 9 km/h, on réduisait l'IFT de 50%. En tenant compte aussi, bien sûr, de la récupération faite par le panneau. Et donc, on a obtenu des résultats, une efficacité satisfaisante, même si on avait en fait quand même des attaques de maladies, notamment d'oïdium, un peu plus élevées en fait en fréquence, mais pas en intensité. Donc, c'était effectivement peut-être un peu plus fragile, forcément, que des modalités où on était à la pleine dose à 5 km/h. Voilà, c'est à peu près le seul retour précis que je peux vous faire en termes d'IFT. On était arrivé sur ces expés, sur plusieurs parcelles, mais sur un seul millésime, à rayure de 50% l'utilisation des produits phyto grâce à un panneau récupérateur. Ok. Rapidement, quel est ton avis sur le fait que les panneaux récupérateurs de bouillie participeraient à la diffusion des spores de maladies dans la parcelle? Alors, j'ai pas beaucoup travaillé le sujet, donc je veux dire, j'ai pas d'expérimentation ou de mesures factuelles qui permettraient de parler de ça. Ceci dit, après, comme ça, a priori, je me permets d'être plutôt dubitatif, quoi, parce que je vois pas bien comment le taux de survie d'une spore qui baignerait donc dans une bouillie de produits, ça me paraît assez peu probable. Voilà. Et les retours terrain que j'ai d'utilisateurs, enfin qu'on a d'utilisateurs de panneaux, il y a quand même plusieurs domaines maintenant, et puis c'est en train de se développer massivement dans le vignoble du Cognac. Je pense pas que voilà, les utilisateurs aient des problèmes de ce type qui soient vraiment constatés de manière récurrente. Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer que la classification que vous avez travaillée soit utilisée pour les contrôles techniques des pulvées pour interdire les pulvées classées C? Alors le contrôle technique c'est un peu distinct. Il va
Il va s'intéresser en fait au fonctionnement de la machine, est-ce qu'il n'y a pas de déséquilibre de pression, est-ce qu'il n'y a pas de bouchage. D'ailleurs, il ne garantit pas l'efficacité pour le coup de la protection. Donc, c'est deux sujets un peu complémentaires, hein, le contrôle technique, puisqu'on fait. Ensuite, peut-être en dehors du cadre du contrôle technique, mais plutôt au niveau des politiques publiques, nous, on fournit des données techniques. Et ensuite, effectivement, peut-être que plus tard, ça peut être utilisé par le législateur, par le ministère de l'Agriculture, pour orienter d'une manière ou d'une autre le renouvellement du parc et peut-être essayer alors d'interdire, le mot est fort, mais oui, de faire diminuer l'utilisation de certains types de machines qui sont peu performantes. Donc on peut imaginer peut-être, hein, je sais pas, mais ça c'est pas du ressort du tout de l'IAV de dire ça, mais une prime à la casse, par exemple, c'est un dispositif qu'on connaît sur les voitures, hein, qui pourrait intervenir sur des matériels mal classés à condition de renouveler vers un matériel mieux classé. Et l'autre point, c'est aussi, et je l'ai dit à l'oral, vous savez aujourd'hui le PCAE, donc les aides à l'investissement qui sont gérées au niveau des régions, éventuellement pourraient s'appuyer sur la BLPUV pour décider ou pas d'attribuer une subvention pour l'achat de tel ou tel matériel de pulvérisation. Et donc, comme c'est notre intention, c'est celle aussi du ministère de l'Agriculture, hein, qui finance ces projets, ils ont été intégrés, les financeurs, les gens qui gèrent ces dossiers de demande d'aide d'investissement, ils ont été intégrés dans le comité de pilotage, de manière en fait à ce que d'emblée, ils expliquent comment doit être le label pour qu'ils puissent l'utiliser dans le cadre de la distribution des aides à l'investissement. Donc c'est vraiment l'intention, après on verra si ça va au bout. Moi j'espère, je pense que ça sera un moteur important. Ok. Et donc, une dernière question et on conclura. Comment quantifiez-vous dans vos expérimentations la quantité de colorant sur le papier? Y a-t-il un adjuvant? Non, non, c'est un colorant et de l'eau, vraiment simple, c'est les seuls ingrédients. Alors la méthode pour quantifier, donc on pulvérise, le produit s'y dépose, on laisse sécher. Une fois que c'est sec, en fait, il n'y a plus de transfert entre feuilles. Donc là, on peut récolter les feuilles, on les met dans des boîtes par compartiment, comme je vous l'ai expliqué. Et ensuite, on va introduire dans chacune de ces boîtes un volume d'eau distillée, maîtrisé très précisément. Comme le colorant est très soluble, il va immédiatement repasser en solution dans l'eau. Donc on va agiter un petit peu pour mélanger. Et on va aller mesurer en fait l'absorbance. C'est une manip assez simple, hein. On va juste prélever un petit peu de ce jus de rinçage, passer au spectrophotomètre le prélèvement, et il va donc le spectrophotomètre va nous renseigner sur la concentration en colorant de ce jus de rinçage. Et comme ça, on connaît la concentration du jus de rinçage, le volume de dilution initiale. Donc par le calcul, c'est très simple, on remonte à la quantité de colorant sèche qui était initialement déposée sur les feuilles. Donc, voilà pour le principe qu'on emploie systématiquement. Merci beaucoup. On va conclure. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à cet épisode. J'espère que le contenu vous aura plu. Sachez qu'un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé pour que vous puissiez donner vos retours, vos remarques, pourquoi pas vos suggestions pour poursuivre la réflexion autour de cette thématique. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions ou un besoin de mise en relation. Je vous informe aussi que le prochain épisode et dernier épisode de cette série de webinaires aura lieu le 18 octobre et portera sur les avantages système avec un témoignage d'Aline Bandeval de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. Et puis, je refais un peu de promotion pour le temps fort du PEI Santé du Végétal qui, lui, aura lieu le 17 octobre et qui donc portera sur le conseil pour déployer les alternatives aux produits phytosanitaires sur le terrain, donc un temps d'échange entre acteurs du conseil agricole et du partage d'expériences. Ça aura donc lieu à Angers le 17 octobre. Adrien, je te remercie pour ton intervention. Est-ce que tu as un mot de conclusion peut-être pour la fin, éventuellement rediriger vers des contacts ou des ressources, si les personnes veulent aller plus loin? Alors oui, n'hésitez pas à nous contacter ici, donc à l'IAV. Donc je travaille avec Sébastien Coudis, moi je suis donc Adrien Vergès. Oui, on sera ravis de répondre à des questions sur ce sujet-là. On va intervenir prochainement au CITEVI sur le sujet de la belle pulvée, hein, un peu pour axer son lancement dès le premier jour, là, le mardi, je crois. Puis merci pour votre attention. Merci à nouveau pour Voilà. votre intervention. Et puis, merci à tous pour votre participation. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.